Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Grosse frayeur à l'AIBD après la sortie de piste d'un Boeing de Transair affrété par Air Sénégal. L'avion en partance pour le Mali a dû rebrousser chemin après détection de problèmes techniques ayant conduit à l'incendie de l'aile gauche. L'incendie a fait 11 blessés sur 79 passagers. Parmi ces derniers, un certain Ali Touré, décrit comme le héros de l'accident pour avoir réussi à ouvrir la porte du Boeing. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal, vous entendrez également le témoignage d'un autre rescapé. Il s'agit de l'artiste Cher Siriman Sissoko, le musicien qui découvrait Dakar pour la toute première fois, avoue avoir vécu un vrai cauchemar. La cathédrale de Dakar a abrité la grande messe de l'Ascension. Dans son sermon, l'abbé Jacques Seck a exhorté les fidèles chrétiens à se tourner vers les enseignements du Christ. Et puis, coup de projecteur sur le village de Ndialakhar, retenu pour abriter un domaine agricole communautaire. Ces 200 hectares prêts pour l'expérimentation sont toujours vierges. Sur le site, le matériel mobilisé pour l'exploitation du domaine est en souffrance. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. Grosse panique à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Le vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako a fait une sortie de piste au moment du décollage. 11 blessés ont été enregistrés, dont 4 graves. Le ministre des Transports aériens qui s'est rendu sur les lieux a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Tous les passagers et les blessés ont été naturellement pris en charge. Le point, c'est avec Al-Hassan Ba. Ça va aller. Plus de peur que de mal. Au total, 11 blessés ont été enregistrés, dont 4 graves, 6 autres blessés légers admis en observation au niveau des services médicaux de l'aéroport, informe un communiqué de l'AS AIBD qui souligne qu'il y avait 78 passagers à bord. L'incident s'est produit vers 1h14 du matin d'après le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, qui parle de 80 passagers. Le vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage. L'aéronef de type B737-300, affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie Transair, s'est immobilisé en dehors du seuil 19 de la piste. Aussitôt informés, les autorités aéroportuaires ont déclenché un plan d'urgence. Il s'agit d'abord de l'évacuation de tous les passagers et de leur prise en charge. Sur instruction du ministre Malick Ndiaye, une enquête est ouverte par le bureau d'enquête et d'analyse pour déterminer les causes de l'accident. Après avoir présidé une réunion d'urgence au centre des opérations d'urgence, le ministre s'est rendu au hangar pèlerin pour s'enquérir de la situation des passagers qui ont été par la suite acheminés dans un hôtel pour une bonne prise en charge. El Malick Ndiaye a tenu à présenter ses excuses à tous les passagers qui ont vu leur vol retardé à cause de cet accident. Un accident qui avait obligé les autorités à fermer l'aéroport pour quelques heures. Les informations recueillies par des spécialistes de l'aviation qui se sont rendus sur les lieux vont sûrement édifier sur les véritables causes de cet accident qui défraie la chronique depuis quelques heures. Et après cette sortie de piste du Boeing 737 de la compagnie Transair, affrétée par Air Sénégal et en partance pour le Mali, les autorités aéroportuaires rassurent. 8 passagers sur les 79 à bord sont blessés, dont le pilote, mais ils sont tous pris en charge, affirme le directeur général de l'AS. Pour le moment, les causes de cet accident restent inconnues. Cependant, les opérations ont redémarré après avoir eu la confirmation de l'ANACIM et de l'ASECNA que la piste est bien nettoyé. Je vous propose d'écouter tout de suite M. Askin Demir, directeur général de l'AS. Il s'exprime au micro de nos confrères de l'APS. Le vol, c'était le vol d'Air Sénégal. Le numéro de vol, c'est AC 301, un vol de Dakar à Bamako, qui est parti avec 79 passagers et 6 membres de l'équipage de Transair. L'avion, ça appartenait à Transair. Durant le décollage, pour l'instant, la cause vraie, on ne connaît pas, c'est un audit actuellement par le bureau enquête et analyse. C'est après la sortie de leur rapport,
on va savoir les vrais détails et les causes de cet accident. L'avion, à la fin de la piste, il n'a pas pu décoller et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. On a constaté qu'il y a 8 blessés. L'un de ces pilotes, il y a une fracture sur son jambe droite. L'un des deux passagers, on soupçonne qu'il a une fracture. Et tous les blessés, on a pris en charge dans notre infirmière avec notre médecin, avec notre équipe médicale. Nos équipes sont travaillées sur le nettoyage de pistes parce qu'avec cet accident-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de pistes. C'est pris à peu près 2h30 de temps. Et c'est peut-être le héros de cet accident. Il s'appelle Ali Touré. Ce ressortissant malien a ouvert la porte de l'avion, permettant aux passagers de sortir contre la volonté de l'équipage qui les calmait. Un acte de courage qu'il ne regrette pas, même s'il ressent des douleurs corporelles. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Tout le monde est paniqué, tout le monde voulait sortir. Maintenant, les hôtesses ont refusé d'ouvrir la porte. Ils disaient assez, tout le monde reste place. Moi, je vois panique totale, les femmes avec les enfants, tout le monde est en train de crier. Moi aussi, j'ai crié. Mon courage, sinon, moi, j'étais assis place 16. Je suis sorti, j'ai quitté ma place, j'ai allé jusqu'à derrière là-bas, j'ai ouvert la porte seulement, les escaliers de chauffage, j'ai sorti. Moi, je me suis assis, j'ai glissé doucement sorti. Maintenant, tout le monde est venu vers moi maintenant, les gens sont sortis un à un. Maintenant, quand les gens ont devenu beaucoup, certains ont tombé, ils ont eu les pieds cassés. Vraiment paniqué totalement, on a perdu complètement l'espoir. Mais moi, je m'ai réservé un peu parce que je sais que quelqu'un qui doit mourir l'année prochaine, il ne va pas mourir aujourd'hui. J'avais vraiment ça en tête, donc j'ai pris le courage, j'ai pu ouvrir la porte et sortir. Et par là-bas aussi, tout le monde est sorti par la grâce d'Allah. Vous n'êtes pas blessé? Non, du tout. Mais lorsque l'avion est tombé, je sens un choc au niveau de mon réel. Parce que c'est comme quelque chose qui a quitté en haut et puis tombé fort par force, donc je sens un peu de douleur sur les réels. Le célèbre artiste malien Cheikh Siriman Sissoko fait partie des rescapés de l'accident du Boeing. Psychologiquement, il se sent affecté pour avoir fait face à la mort. Le musicien qui a toujours rêvé de visiter la capitale Dakar n'avait jamais imaginé vivre un tel cauchemar dans la capitale sénégalaise. Son témoignage dans ce document signé Chérif Dia et Jafar Abba. Cheikh Siriman Sissoko l'a échappé belle. Cet artiste malien était à bord du Boeing 737 de Transair affrété par la compagnie Air Sénégal. L'avion a frôlé le crash en effectuant une sortie de piste. Une première fois, l'avion a essayé de décoller et le pilote a fait un grand freinement qui nous a tous bousculés, donc il nous a secoués d'ailleurs. Donc après, il dit on va faire un deuxième essai. C'est ce deuxième essai qui a failli nous coûter la vie au fait. Parce que on a pris notre envol, après quelques secondes seulement, l'avion est tombé. Les choses sont allées trop vite selon les témoignages. Conséquence, ne sauve qui peut. Toutefois, l'artiste magnifie l'esprit de solidarité des passagers malgré la panique. Quand l'avion a pris feu, dans le film on voit que ça explose tout de suite. Donc on était dans tous les états. Quand l'avion est monté et ensuite tombé, moi je voyais ma vie fini quoi. En fait, ça ne tenait qu'à un seul fil. Tu peux même pas imaginer. Et sur le coup, on pensait que c'était fini. Parce que dans les trucs, on voit, mais le vivre, c'est autre chose. Les images de l'accident du Boeing 737 l'ont marqué à jamais. Aujourd'hui, Cheikh Siriman Sissoko ne comprend toujours pas ce qui est arrivé. Notre toboggan a pu s'ouvrir, mais d'autres, les gens qui étaient à côté vers la porte, et ils n'ont pas eu la chance. Il y en a qui ont sauté, qui se sont fait des fractures. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Après, voilà, on a couru dans les champs, dans le noir comme ça, avec des cailloux. Ça dit, on voulait seulement se sauver. Parce qu'on entendait le bruit. Ça m'a fait un choc, tu ne pouvais même pas imaginer. J'ai pensé à ma maman, j'ai pensé à mes amis, j'ai pensé à tout, sauf que je vais mourir comme ça à Dakar.
C'est un pays que j'ai beaucoup aimé pour la première fois, mais j'ai pensé à tout sauf à ma mort. Aujourd'hui, Cheikh Siriman Sissoko fait face à un dilemme. Rentrer au pays, même s'il n'est pas prêt à reprendre l'avion. Je suis dans l'embarras. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre l'avion. Moi, je suis un artiste, je voyage beaucoup, alhamdoulilah. Mais là, ça m'a coupé l'appétit de voyager. C'est toujours le choc chez cet artiste qui peut-être doit sa survie à sa guitare. C'est la guitare même qui m'a sauvé parce que quand il n'y avait pas de place pour mettre ma guitare devant, ils m'ont dit de m'asseoir derrière. Il y avait beaucoup de place là-bas, donc j'ai pris ma guitare, j'ai déposé ma guitare, donc je suis resté à côté de ma guitare. Donc c'est ça qui a fait que on a pu ouvrir la porte très tôt parce qu'on était proche de la porte. J'ai dit merci. Merci Allah, merci. Cette épreuve renforce sa foi en Dieu, selon cet artiste qui a une pensée à son guide spirituel, Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, Touba Manzake, Moba Nyumanke, Jenantero ou les photos. Iba Jumanke, Jenantero ou les photos. Cheikh Ahmadou Bamba, Touba Manzake, Bamba, Bamba, Touba Bamba, Bamba. Une partie des rescapés de l'accident sont logés dans un hôtel de Dakar. Des passagers de nationalité malienne, pour la plupart, sont toujours sous le choc, mais suivis par une équipe de psychologues et de psychiatres. Les détails, c'est avec le professeur Abdoussi, coordonnateur de la cellule de crise interrogée, également par Chérif Dia Diafaraba. Confrontation avec une situation de mort imminente, donc il y a un impact psychologique important sur la personne. On a quelques cas de traumatisme physique qui ont eu lieu et quelques cas de répercussions psychologiques, donc des patients, des passagers qui sont un peu sous le choc encore, donc ce qui explique notre action. Le travail se passe en plusieurs phases. Dans un premier temps, c'est un travail d'accueil et d'écoute, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été confrontés à une situation qui est difficile. C'est déjà de les accueillir, de leur montrer qu'il y a une assistance psychologique, médicale, mais psychologique qui est là pour voir ce dont ils ont besoin, pour s'inquiéter de la situation, pour les écouter éventuellement et voir les premières manifestations par rapport à cette situation, mais aussi éventuellement de programmer une prise en charge éventuelle si besoin il y a. Par rapport aux victimes qui sont là, c'est la raison pour laquelle on les a regroupés ici pour pouvoir les observer, éventuellement réagir rapidement par rapport à certains qui auraient des manifestations de stress aigu. Donc on a déjà pris en charge. Là on est 3 pour l'instant à intervenir, 3 psychiatres donc, et psychothérapeutes qui interviennent de façon aiguë. Mais s'il y avait besoin éventuellement de plus, on allait activer d'autres qui sont dans le réseau. Voilà, et pour parler de cet accident et surtout de la grosse frayeur qui s'est emparée de l'aéroport international de Diass hier soir, Ablaye Cissé sur le plateau. Bonsoir Ablaye. Bonsoir Sarah. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est un avion de la compagnie Transair affrété par Air Sénégal, sorti de piste. Le Boeing était en partance pour le Mali. Il aurait, j'emploie bien le conditionnel puisque une enquête est ouverte pour élucider justement les conditions de cet accident, il aurait décidé de rebrousser chemin après détection de problèmes techniques liés au système de gaz hydraulique. La suite, on la connaît, le pire a été évité de justesse. Une enquête, je le disais, a été ouverte par le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. Et première question, naturellement, Abdoulaye, comment un Boeing peut décoller d'un aéroport sans que l'on s'assure qu'il est techniquement au point? Évidemment, c'est l'enquête qui dira exactement si l'avion était au point pour prendre son envol. Toujours est-il qu'il faut identifier déjà les acteurs, puisque la compagnie Air Sénégal est affréteuse de cet avion qui appartient à Transair. Ça, c'est déjà identifier les acteurs, puisqu'il y a la compagnie, il y a le prestataire. Il y a aussi l'autorité aéroportuaire, bien entendu. Mais tout ça, c'est l'enquête qui va le dire. Mais en tout état de cause, sur les faits,
il y a déjà 2 communiqués officiels. Le premier communiqué est de l'aéroport de Las. Le deuxième communiqué est du ministère des Infrastructures et des Transports. Il y a quand même une petite différence dans les termes utilisés par les 2 communiqués. Quelle est cette différence? Toujours est-il que, alors, le ministère des Infrastructures explique que l'avion a fait une sortie de piste au moment du décollage après un arrêt accélération. Le communiqué de l'AS ne dit pas tout à fait la même chose, mais nous dit aussi que l'avion a fait une sortie de piste au moment du décollage. L'élément essentiel, c'est les témoignages aussi des passagers qui nous disent que l'avion a décollé et est tombé. Évidemment, cela peut faire foi quand même dans cette affaire-là, puisque ce sont les seuls témoins, en dehors peut-être de la communication du pilote avec la tour de contrôle. Mais on peut faire foi à ce que les témoins ont rapporté, que l'avion avait décollé et est retombé. Donc c'est en contradiction déjà avec les premiers éléments donnés par les officiels qui nous parlent du moment du décollage. Surtout J'ajouterais même les témoins qui nous disent que le pilote s'est essayé à un premier décollage qui apparemment n'a pas marché et qui s'est essayé par la suite à un second décollage. C'est ce qu'on vient d'entendre dans l'élément. Un deuxième essai, et tout cela quand même pose énormément de questions sur la gestion de la compagnie, puisque bien entendu cet incident va faire qu'on ne pourra pas faire l'économie de la gestion de la compagnie nationale Air Sénégal International. Alors pour la gestion de la compagnie, on va y arriver. Mais avant cela, il y a toute une polémique depuis hier autour de l'âge de ce Boeing, un avion âgé de 30 ans. Alors on n'est pas expert en aviation civile, mais un avion d'une trentaine d'âge, peut-il être opérationnel? Évidemment, si l'avion a ses certifications, et c'est comme ça que ça doit se passer, il y a tout un tas de certifications à passer pour avoir le droit de continuer à voler. Manifestement, l'avion avait ses certifications, mais aujourd'hui, l'enquête doit revenir sur toute cette procédure de certification d'un avion. Évidemment, puisque l'avion est âgé, cela va poser des questions sur l'entretien, sur la maintenance et sur les pièces de rechange. On parle aussi on parle de choses très techniques sur les causes qui pourraient être à l'origine de ce crash de cet avion-là. L'âge, évidemment, n'aide pas. Il est clair que pour une compagnie nationale Air Sénégal, mieux vaut voler avec des avions neufs, comme sur, par exemple, la desserte Dakar et Paris, plutôt que de voler avec de vieux avions. Surtout qu'en l'espèce, quand même, il s'agit d'un avion qui a été affrété puisque la compagnie était dans une situation de ne pas pouvoir assurer ce vol-là, puisque la veille, la compagnie n'a pas pu assurer un autre vol Dakar-Ziguinchor, ce qui pose problème. Alors, j'en viens justement à la compagnie. Malgré les importants moyens, il faut le dire, financiers mobilisés pour redynamiser notre compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, peine, il faut le dire, à déployer ses ailes à cause de nombreuses perturbations notées sur ces lignes. Cet accident ne va-t-il pas ternir davantage l'image de la compagnie et surtout, émousser l'ardeur des citoyens à voyager à bord d'Air Sénégal? Oui, et on peut tout de suite dissocier 2 choses, parce que les autorités ont tendance à tout de suite nous dire que l'aéroport a reçu toutes ces certifications. Ça, c'est une chose. Que l'aéroport reçoive ces certifications de sécurité technique, c'est une chose. Mais que la compagnie nationale Air Sénégal soit en mesure d'assurer ses vols est une toute autre chose. Et il est clair qu'au vu de ces dernières semaines, des derniers mois, puisqu'on peut remonter à beaucoup plus loin encore, la compagnie peine à assurer ses vols. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ait une série de retards et d'annulations. Hier, toute la journée, par exemple, la compagnie n'a pas pu acheminer des passagers qui étaient juste sur une destination, sur un trajet Dakar-Ziguinchor. Évidemment, c'est des passagers à qui on avait demandé, qui étaient prévus hier à 10h. À 22h, on leur dit finalement que ce sera le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui. Évidemment, la moitié des passagers qui ont appris ce crash-là, de cet accident-là, et qui ont l'impression que c'est le même scénario qu'on leur a fait avec ce vol sur le Mali, puisqu'on est allé de report en report, finalement on a affrété un avion. La moitié ne s'est pas présentée à l'aéroport parce que, évidemment, ça déteint sur le moral. Et évidemment, pour répondre à votre question, évidemment, ça a un impact, bien sûr, sur la compétitivité de cette compagnie-là. Mais j'espère que cet incident-là fera qu'on ne fera pas l'économie quand même d'une évaluation technique
et même d'une gestion administrative et financière de cette compagnie. Merci beaucoup, Ablaye Cissé. Nous parlons à présent de la célébration de l'Ascension à la cathédrale. Les fidèles sont venus nombreux assister à la messe du jour. Dans son prêche, l'abbé Jacques Hassan Seck a exhorté les fidèles à se tourner davantage vers les enseignements du Christ. Le reportage est signé Yaïkoumba Ndiaye et Diafaraba. À la cathédrale de Dakar, ce matin, les fidèles chrétiens ont célébré la montée de Jésus-Christ au ciel, appelée la solennité de l'Ascension. La messe est présidée par Abbé Jacques Hassan Seck. Le chancelier de l'archevêché invite les fidèles à assumer leur mission de disciples du Christ. Et je prie pour tous les fidèles que nous puissions élever notre cœur au-delà des situations difficiles que les uns que les autres vivent, que ce soit une maladie, que ce soit le décès d'un parent ou d'un proche, que ce soit aussi des situations de chômage comme nous en connaissons dans notre société. Mais au-delà de tout cela, élevons notre cœur pour nous retrouver autant pour moi tous dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire de garder tous cette paix que Dieu nous a donnée et de pouvoir vivre les uns avec les autres dans cet amour que Dieu met déjà en nous et qui est le signe de sa présence dans nos vies. Alors je souhaite à toutes et à tous une très belle fête de l'Ascension. L'Ascension est aussi une occasion pour les chrétiens d'œuvrer selon la parole de Dieu. Après avoir accompli sa mission sur cette terre, il était venu pour nous montrer qu'il a apporté l'amour. L'amour, la paix, la joie dans ce monde. Bon, il y a eu des gens qui n'ont pas compris cela et qui l'ont tué, mais cette mort, lui-même, il l'a voulu pour montrer aux gens qu'effectivement, il est là pour donner sa vie. Et donc, après sa résurrection, là, il est monté aussi en nous laissant un message. Ce message-là, c'est de nous aimer les uns et les autres. Donc, il nous demande, lui, ce qu'il a fait. Bon, il ne nous demande pas qu'on puisse aussi nous clouer sur la croix, mais il nous demande tout simplement d'être là pour notre prochain. Selon les fidèles, la joie qui fait suite à cet événement s'explique par la foi, l'espérance et la paix. Je prie le Seigneur pour que tout ce qu'on a prié aujourd'hui puisse être une ascension aussi auprès de lui, qu'il nous bénisse et aussi qu'on ait la paix. Et vraiment avec un plaisir que j'ai vécu ce temps d'ascension qui nous rappelle la montée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de s'approcher et de s'accrocher en réalité de la parole et des enseignements que nous donnent nos prêtres. Parce que dans ces enseignements, on nous apprend comment mieux vivre durant ce temps, comment mieux et comment comprendre en réalité ce que Jésus-Christ a dit, bien sûr avec le Saint-Esprit que Jésus nous a promis pour très bientôt. L'Ascension survient 40 jours après Pâques. Elle fait partie des événements fondateurs de la foi en Christ. Popenguine, à quelques jours du pèlerinage marial, l'heure est au dernier réglage. Selon le recteur du sanctuaire, frère Joseph Cargolo est prêt à accueillir les fidèles. Les travaux s'effectuent au niveau du nouveau sanctuaire où se tiendront plutôt pratiquement toutes les grandes activités. Les travaux de la grotte également se poursuivent, mais elle sera aménagée de sorte à accueillir les pèlerins. Je vous propose d'écouter tout de suite frère Joseph Cargolo. Il s'exprime au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. La situation actuelle du sanctuaire, vous voyez qu'on a un nouveau sanctuaire, mais le sanctuaire, il y a des travaux à faire, à finir aussi. Mais néanmoins, cette 36e édition, nous allons la faire ici, dans le nouveau sanctuaire. L'État s'engage à nous accompagner pour la décoration et pour tout ce qui va accompagner pour le bien-être des pèlerins. Mais si vous regardez en haut, c'est le dôme. Hein? Le dôme reste à finir. À quel moment maintenant, comme on dit en Wolof, il y a le rekham. Donc nous nous tenons à cela et puis voilà. Dans l'autre sanctuaire, il y a d'autres cérémonies. Hein. Vous savez que le pèlerinage c'est 3 jours, ça se déroule sur 3 jours. Donc il y a des activités qui nécessitent qu'il est plus convenable de les faire là-bas parce que ça draine peu de personnes. Hein. C'est autour de 2000 personnes, 3000 personnes. Alors qu'ici, il y a une capacité de plus de 20 000 places et puis en extension même, on peut accueillir plus de 30.
Allez, on s'intéresse à une autre fête religieuse, cette fois-ci musulmane. À un peu plus d'un mois de la Tabaski, les éleveurs du département de Keur Massar expriment leur doléance aux autorités. Ils demandent le renforcement de la sécurité au niveau des points de vente, également l'accès à l'eau, aux toilettes mobiles, entre autres. Le préfet du département a instruit tous ses services compétents à s'y impliquer, et cela pour une bonne opération de la Tabaski. Il a également interdit aux maires d'aménager des points de vente parallèles dans le département de Keur Massar. Le compte rendu est signé Aminata Ba et Ousmane Baldé. Insécurité, enclavement de certains points de vente de moutons, problèmes d'accès à l'eau potable, de toilettes, ce sont entre autres les problèmes listés par les éleveurs du département de Keur Massar. C'est surtout la sécurité des animaux et la sécurité aussi des commerçants qui apportent leur bétail au niveau de Keur Massar. L'eau et les toilettes. Parce que tu ne peux pas faire venir des milliers de personnes alors que les toilettes ne suffisent pas. Le préfet du département de Keur Massar rassure les éleveurs. Selon Babacar Ndiaye, des mesures seront prises pour une bonne opération de la Tabaski de 2024. Augmenter le nombre de bornes fontaines au niveau des différents points de vente, en particulier au niveau du point de vente principal qui se trouve être le Daral de Keur Massar. Améliorer l'éclairage public, renforcer le dispositif de sécurité au niveau des 4 points de vente normalisés, améliorer l'éclairage public. 4 points de vente vont être aménagés dans le département de Keur Massar. Le préfet Babacar Ndiaye invite les maires des 6 communes à se conformer à cet arrêté de l'autorité. Demander aux maires de s'abstenir d'autoriser d'autres points de vente. Ils n'en ont pas la compétence. À un peu plus d'un mois de la Tabaski, les éleveurs du département de Keur Massar s'engagent à bien approvisionner le marché en moutons. Parlons santé avec l'épidémie de la fièvre Crimée-Congo, le cas suspect de Matam confirmé au laboratoire. Le malade suivi par le poste de santé de Boki-Diawé se porte mieux. Pour stopper la chaîne de contamination de cette maladie transmise par les animaux domestiques, le médecin-chef du district sanitaire de Matam, à la tête d'une mission médicale, s'est rendu au domicile du patient pour des prélèvements mais aussi des investigations. Les détails, c'est avec Ali Bandalian. Confirmé par l'Institut Pasteur de Dakar, les autorités médicales de la région de Matam prennent très au sérieux le cas de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Localisé dans la ville de Boki-Diawé dans le département de Matam, c'est le médecin-chef du district sanitaire de Matam qui a lui-même conduit la mission d'investigation sur le terrain. Tous les moyens nécessaires afin que dès lors qu'on a ce genre de situation, que l'on puisse prendre les devants, prendre en charge le cas, mais également mener les investigations nécessaires afin donc de limiter toute possibilité de propagation de la maladie. En cette veille de Tabaski, l'apparition de cette maladie transmise par les animaux domestiques a fini de créer la psychose chez les populations. Seulement, selon le directeur régional de l'élevage et des productions animales, il n'y a pas de péril en la demeure. Nos équipes sont là pour assurer le veille sanitaire, surtout en période de préparation de la Tabaski. Maintenant, la difficulté avec cette maladie est que les animaux sont asymptomatiques. Ils ne manifestent aucun symptôme. Et donc, il est très difficile de dire que cet animal a la maladie sans faire des prélèvements. Par contre, si un cas humain est confirmé, là, on se déplace sur place, on fait des prélèvements pour envoyer. Ensuite, on fait de la sensibilisation, parce que pour cette maladie, pour le moment, c'est la sensibilisation qui peut faire office de lutte. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui commence à devenir endémique au Sénégal. L'alerte est donc sonnée au niveau de toutes les structures de santé du département de Matam. La mission composée de médecins, du responsable de l'élevage, de l'environnement et du chef de la brigade du service de l'hygiène a investi tout le domicile où se trouve le malade dans cette ville de Boki-Diawé. Dans le département de Rufisque, depuis la visite du chef de l'État à Mbour 4, des voix s'élèvent pour dénoncer l'accaparement des terres. 4 communes retiennent l'attention pour avoir vécu des tensions foncières. Il s'agit de Diamniadio, Sébikotane, Bambilor et Sangalkam. Pour plus de détails, suivons ce dossier réalisé par nos équipes à Rufisque. Il s'agit d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambasamba. Diamniadio, 330 pères et mères de famille ayant acquis à partir de 2009 des parcelles à usage d'habitation à Diamniadio Extension A
Crie au scandale. Un promoteur immobilier veut faire main basse sur leur site de 3 hectares. Les victimes parlent de mafia et demandent l'arbitrage du chef de l'État. Nous avons souvent été inquiétés, arrêtés, convoqués par la DSCOS. Le motif c'était quoi? Un certain Ibrahima Diagne, qui n'a rien à voir avec la famille Diagne que j'ai citée, disait être attributaire de 3 hectares sur le site. Comment il l'a obtenu? Par des moyens frauduleux, parce que tout son dossier repose sur du faux. La vague de contestation s'étend aussi sur Sébikotane. Les propriétaires de parcelles à la cité NASA reviennent à la charge et avertissent les entreprises qui veulent prendre leurs terres. Aujourd'hui, des personnes sont en difficulté ici à la cité NASA. Donc nous demandons catégoriquement à ce que Senbus, à ce que le responsable de Senbus, de Sagam, de Elton, en l'occurrence Abdourahmane Ndiaye, de céder ces parcelles de terre aux bénéficiaires qui ont déjà un papier en bonne et due forme. Dans la commune de Bambilor, les habitants d'Embey qui sont en conflit avec Sohaibou Seck continuent de réclamer l'annulation des baux obtenus par l'homme d'affaires sur 22 hectares. Une zone d'extension, comme vous le savez, même si on devait construire ici un poste santé, donc on n'a pas d'espace où le mettre. Donc ils ont tout pris. Donc le titre foncier général Bertin, donc ils ont tout morcelé, ils ont tout pris. Donc rien ne reste ici. Donc vraiment, on lance un appel au président de la République de venir en aide aux populations. Parce que vraiment on souffre. Et on souffre beaucoup et vraiment on a un espoir aussi en lui. Je pense qu'il va essayer de régler tous ces problèmes-là. Même situation à Gorom. Étant un cadre, il a su qu'il fallait réguler la situation. C'est pourquoi il a fait une demande de bail déposée, avec même des relances à plusieurs fois. Bon. Malheureusement, décédé en 2022, et c'est qu'en 2023 que l'administration a apporté une suite à sa demande de bail. À Kounoun aussi, dans la commune de Sangalkam, des familles qui disent détenir des papiers des impôts et domaines sont sommées de quitter les lieux au bénéfice d'un particulier. C'est l'État qui nous a remis des papiers en bonne et due forme. Donc, tout est légal. C'est les impôts et domaines qui nous ont donné ces papiers-là. Maintenant, on nous dit un beau jour que nos bâtiments sont en train d'être détruits. On n'arrive pas à comprendre. Toutes les démarches requises ont été faites par rapport à ça. Et à chaque fois, on dit que bon, votre dossier est en cours de résolution, Depuis 2017 jusqu'à nos jours, on n'a rien reçu. Depuis la visite du président Amboureux, partout dans le département, on note une vague d'indignation. Zoom à présent sur le village de Ndialakhar. Il faisait partie, ce village, des sites choisis pour abriter un domaine agricole communautaire. Mais depuis 3 ans, le matériel installé sur place se détériore. Les 200 hectares de terre prêts à l'expérimentation sont toujours intacts. Ce village est confronté également à des problèmes liés aux pistes de production et à la prolifération plutôt du TIFA qui empêche les producteurs et pêcheurs de travailler dans les conditions optimales. Ousseynou Diop, Abubsek, reportage. À Ndialakhar, le projet des domaines agricoles communautaires lancé en 2021 est à l'arrêt depuis 3 ans. Une situation que les populations du dit village ne peuvent plus accepter. Les hectares ont été déjà clôturés, mais les travaux restent jusqu'à maintenant. Malgré le projet est fini depuis 2021, mais c'est la SED qui avait pris l'initiative de continuer le projet. Les femmes de Ndialakhar s'activent dans le domaine de l'agriculture et de la transformation des produits locaux. Mais dans ce village, les financements font défaut. Aouba s'explique. On se lève tous les jours à 3 h du matin pour travailler. Nous transformons les produits locaux. Mais nous n'avons pas de financement. Nos hommes nous aident à travailler et pourtant, nous sommes des mères de famille. Ndialakhar souffre de plusieurs maux. L'agriculture est à l'agonie. Le TIFA empêche les producteurs d'irriguer leurs champs. Les pistes de production n'existent que de nom. Le TIFA nous empêche de travailler. Nous sommes des agriculteurs et éleveurs. C'est un problème que nous vivons depuis très longtemps. Nous avons de l'électricité, mais nous n'avons pas de pistes de production. Il faut que l'État nous aide pour en disposer. C'est la seule solution pour développer Ndialakhar. Ndialakhar est laissé en rade. Le site du domaine agricole communautaire, qui devrait employer des milliers de jeunes, est à l'arrêt depuis 3 ans. Les autres secteurs aussi souffrent de plusieurs mois, ce qui freine la productivité des populations.
Allez, le sport à présent, première journée de la phase retour de la conférence Sahara de la Basketball African League. L'US Monastir signe sa première victoire en prenant sa revanche sur Armée Patriotique du Rwanda sur le score de 83-70. Et dans l'autre rencontre de la journée, eh bien, l'AS Douane défie en ce moment Rivers Hoopers du Nigeria, mais les Gabelous sont légèrement menés par les Hoopers Rivers. Voilà. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Et retrouvez-moi tout de suite de l'autre côté du studio pour la deuxième partie du Soir d'Info.